je venais dire à un mec: «Est-ce que maintenant, dans les toilettes, c'est possible?» Bah, il disait oui et direct là, faut que j'ai un rapport ou alors j'ai l'impression que je vais arrêter de vivre, en fait. Et il capitalise sur des traumas de femmes. Moi, j'ai l'impression de faire exprès de tomber sur des mecs comme ça. C'était la seule chose qui me faisait avoir un plaisir seul. Le policier s'est levé en disant: «Mais tu t'attendais à quoi en te déshabillant dans le lit d'un homme?» Bonjour à tous, bienvenue sur Extra. Aujourd'hui, je suis encore avec une personne ordinaire, mais avec une histoire extraordinaire à nous raconter. Aujourd'hui, je suis avec Christine, qui ose lever les tabous et parler d'un lien entre l'hypersexualisation et les VSS, ce lien post-traumatique dont beaucoup de personnes ont du mal à parler. Donc déjà, merci Christine d'avoir le courage d'en parler. Est-ce que tu vas bien ? Oui, je vais bien, merci, et toi? Merci, je vais très bien. On va commencer par le début de ton histoire, en tout cas le début de ton traumatisme. Tu as été victime d'un VIOL à 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé vaguement, si tu peux nous raconter très brièvement? Eh bien, c'était au bord de la Marne à l'époque et j'ai eu un blackout parce que j'avais trop bu, parce que j'étais hyper angoissée. En fait, j'ai juste eu un flash le lendemain où j'étais allongée par terre et il était sur moi et il faisait des va-et-vient et il y avait un flash de la voiture et j'avais juste un flash d'une seconde par rapport à ça. Et le lendemain, j'ai longé la Marne et j'ai vu un préservatif. Et j'ai fait le lien parce qu'ensuite j'ai demandé à cet homme ce qui s'est passé. Il avait dit qu'on avait eu un rapport sexuel. Alors que tu étais totalement inconsciente, ou en tout cas sous emprise de substances. Et j'ai aussi eu des flashbacks de quand j'avais 16 ans, en fait. J'étais aussi victime d'un VIOL, mais j'avais oublié de le mentionner tellement j'en ai vécu. Parfois, c'est pas très clair quand je l'explique. Et parce qu'on le rappelle quand même, hein, si une personne n'est pas consciente, ne peut pas donner son consentement, le consentement est nul. Et donc quand une personne est sous emprise, normalement, on n'est pas censé avoir de relation avec, on vous le rappelle. Donc suite à ça, tu as été dans un engrenage, dans une hypersexualisation post-traumatique. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce terme ? J'appelle ça aussi l'hypersexualité post-traumatique, mais ça va avec l'hypersexualisation. Justement, cette hypersexualité, c'est le désir, en fait, d'avoir des rapports sexuels avec le plus de partenaires possible. Mais ça peut être conscient ou inconscient, c'est-à-dire que souvent, ça va avec la consommation de substances, où on va tomber dans des addictions telles que l'alcool et compagnie, ou des choses un peu plus hardcore. Et on va avoir des rapports intimes en étant dissocié via des substances. Et d'ailleurs, tu as besoin de te dissocier vu que c'est traumatique. Et ça va avec cette dissociation parce que souvent, tu auras une montée de libido lorsque tu consommes des choses. D'ailleurs, même quand on n'est pas traumatisé, on peut avoir ça. Mais quand on est traumatisé, c'est particulièrement marquant. Donc, on a des compulsions en fait, de désir, de rapport intime lorsqu'on consomme des choses. Et en fait, c'est un engrenage. Du coup, on est addict à des choses, on les consomme, on a des compulsions. Et moi, j'ai vraiment des compulsions intenses où je me dis, là, il faut que j'ai un rapport ou alors j'ai l'impression que je vais arrêter de vivre, en fait. C'est tellement intense à ce point-là. Parce qu'on précise bien que du coup, c'est pas une maladie, c'est vraiment un comportement qui fait suite à un trauma, donc ce qui peut après venir à des addictions, à des compulsions. Toi, c'était vraiment quelque chose qui a fait suite à un problème psychologique suite au traumatisme. Et tu parlais peut-être de te réapproprier ton corps, c'est ça ? Oui, exactement, parce que suite à l'histoire de mes 17 ans, à ce traumatisme, je pensais fortement à avoir le plus d'hommes possible et je savais pas d'où ça venait. Du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que j'ai le plus de partenaires hommes possible sur ma liste des rapports intimes. Et vraiment, j'étais à la chasse constante, je voulais le plus possible, comme si ça me redonnait du pouvoir. Moi, tu m'as dit une phrase qui m'a quand même marquée, c'est que si tu étais toujours consentante, tu ne pourrais plus jamais te faire V. Oui, Donc est-ce que c'était ça aussi, de tout le temps dire oui, de tout le temps se mettre en danger pour être certaine que on ne t'enlève plus cet acte-là? exactement, en fait, c'était pour ne plus jamais revivre le V. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé un cheat code en plus en me disant mais si je suis tout le temps consentante, je pourrais plus jamais me faire V. Et du coup, pendant des années, je pensais m'être protégée des V tout en me faisant V, tout en me convainquant que j'étais consentante. Comme ça, juste, je disais pas non. Et en fait, c'était pas un V. Sauf que ça se passe pas comme ça non plus. T'avais l'impression de reprendre les rênes de ta vie quand tu couchais avec des hommes de façon exacerbée? Oui, je me sentais puissante en fait. J'avais l'impression que c'est moi qui les dominais ou qui dominais la situation en tout cas parce que justement j'ai perdu le contrôle trop de fois dans ce genre de situation et j'avais l'impression de en fait de reproduire des schémas. On peut aussi avoir l'impression de reproduire des schémas de V tout en pensant que c'est nous qui le voulons. Du coup en fait ça banalise ce qu'on a vécu et ça nous donne l'impression que ce qu'on a vécu c'était pas tant avec ça. Enfin c'est très bizarre. Et est-ce qu'on peut parler dans cette sexualité du coup, est-ce qu'on peut parler de plaisir ou c'est une forme d'anesthésie que tu ressentais à ce moment-là?
Sur le moment, je pouvais ressentir du plaisir corporel quand même, vu que t'es quand même stimulé, etc. Et oui, je ressentais du plaisir lié à l'addiction. C'est-à-dire que c'est un plaisir qui est immédiat, qui te fait du bien sur le moment pour t'oublier, mais il est instantané et il n'est pas pérenne. C'est comme l'addiction, quoi. C'est quoi, toi, la différence quand on parle de exacerbé? C'est pas si on reprend les termes masculins, un body count à 15 ou déjà des personnes font des arrêts cardiaques. Comment tu peux nous expliquer que c'était vraiment une addiction jusqu'à au point de te mettre en danger et où vraiment on sortait de quelque chose qui était même sain pour toi, ça rentrait dans des schémas toxiques? Bah, c'est que c'était obsessionnel en fait. Je pense que c'est ça le problème, c'est que c'était comme un échappatoire pour moi et comme une obsession et un besoin irrépressible lorsque je ressentais de l'anxiété. Parce que du coup, je pense que j'avais beaucoup d'anxiété liée à tout ça. Et dès que je ressentais de l'anxiété, ben, la seule chose qui pouvait me faire redescendre, c'était un rapport même avec des inconnus, etc. Et souvent, parfois, c'était en soirée. Et plein de fois, je me souviens qu'en soirée, je venais dire à un mec, est-ce que maintenant, dans les toilettes, c'est possible? Et bah, il disait oui, et direct, c'était vraiment comme ça, comme des compulsions. Et après, j'étais obsédée, je repensais à ces scènes-là en boucle, que je sois en cours, au travail, comme quelque chose qui m'apaisait ou qui me donnait l'impression de fuir la réalité. Puis il n'y a aucune rationalité quand on est traumatisé, tant qu'on Bah ne se fait oui, pas suivre et qu'il n'y a pas un psychologue, on ne peut pas soi-même s'aider. Mais du coup, c'était comme si tu t'es emprisonné toi-même dans ce schéma à revivre continuellement. oui, c'est ça. Tu avais l'impression jusqu'à quand de penser que c'était le bien et un jour tu t'es rendu compte que c'était pas forcément bien pour toi. C'était il y a même pas si longtemps que ça, il y a 2 3 ans, où j'étais en Pologne, j'étais allée seule là-bas, je prenais beaucoup de risques, j'avais rencontré un mec, je m'en fichais vraiment de qui c'était, j'avais fini avec lui, et quand ce mec-là, bah, il s'avérait être un mec qui était dangereux, et je me suis refaite V sur le moment parce que je lui disais non, et il me disait je m'en fous, et sur le moment, je me disais mais en fait je suis en train de recréer moi-même la scène, du coup là je me suis dit mais c'est trop bizarre, pourquoi j'ai l'impression de faire exprès de tomber sur des mecs comme C'est des ça. comportements autodestructeurs. Oui, Finalement. autodestructeur total. Mm. Donc c'est un peu inconscient, on peut pas dire oh là là, c'est ta faute, regarde, vu que Oui, de toute façon, quand on est victime de ces choses-là, c'est pas un comportement qui est choisi. oui, exactement, je pense que moi c'était sur plus de 10 ans et dans le sens où même nos fantasmes peuvent être liés à ça, c'est-à-dire que moi quand j'avais vécu ça, en fait, c'était la seule chose qui me faisait avoir un plaisir seul. Quand j'y pensais, il n'y avait rien d'autre qui me faisait de l'effet que ça, que ce traumatisme de VIOL. Et ça, plein de gens en sont victimes. En réalité, c'est un mécanisme de défense de ton cerveau qui, je sais pas, qui te fait croire que c'est toi qui l'as voulu, ou même, en fait, tu peux projeter le désir et l'excitation de la personne qui a été coupable de ça envers toi, et tu l'assimiles à toi-même. Et du coup, comme c'est aussi ton truc, bah, tu vas aussi rechercher des rapports qui sont un peu, parfois un peu violents, etc., pour assouvir ce fantasme-là. Tu nous disais que tu avais l'incapacité d'avoir des relations en étant sobre, donc c'était souvent sous substance, alcool ou même plus, des drogues. Il n'y a jamais personne, un partenaire à un moment donné qui se dit c'est pas ok d'avoir des relations avec une femme qui est sous emprise, qui n'est pas maître de ses moyens, de son corps? Ben, la plupart des hommes, ça les a arrangés, en fait. C'est pour ça qu'en ce moment, je parle de la complicité des hommes qui profitent des femmes traumatisées. Parce que, bah déjà, soit il y avait des hommes qui n'étaient pas forcément comme ça, mais eux-mêmes, ils étaient aussi dans des trucs un peu autodestructeurs ou loin d'être sobres ou complètement arrachés. Donc là, je me dis, bon, si lui, il était... Enfin, si nous deux, on était tout autant arrachés, je l'excuse pas. Enfin, c'est juste que c'est pas la même situation que le mec qui est sobre et totalement conscient de ce qu'il fait et il voit une meuf quasiment inconsciente. C'est quand même des situations qui sont différentes. Et rares ont été les hommes qui ont été vraiment conscients de ça et qui en avaient quelque chose à faire. Au contraire... Ça t'est arrivé plusieurs fois que des hommes sobres rentrent avec toi et profitent de la situation dans laquelle tu étais? Oui, ça m'est arrivé pas mal de fois, en tout cas des mecs qui étaient conscients et moi qui étais inconsciente de la situation. Ouais. Est-ce que tu as pu porter plainte par rapport à toutes ces VSS? On sait que c'est compliqué aujourd'hui de parler, de s'en rendre compte, de sortir de ce silence. Est-ce que toi, tu as essayé à un moment donné de rendre ça officiel, en tout cas aux yeux de la loi? J'ai porté plainte 2 fois, sauf que c'était horrible. Les 2 fois, ça s'est très mal passé. La première fois, le policier s'est levé en disant « Mais tu t'attendais à quoi en te déshabillant dans le lit d'un homme ?» alors que je portais plainte pour VIOL. Donc c'est un sacré trauma déjà. Donc il le banalisait lui-même et je pense que lui-même, il n'avait pas conscience de la culture du V dans laquelle on vit. Et une autre fois, les policiers ils m'ont regardé comme si j'étais la dernière des traînées. Et les 2 fois, c'était sans suite.
Donc, ensuite, quand ça m'était re-arrivé, j'avais plus du tout envie de T'es reporter plainte. découragée. Ouais. Parce que toi, tu remues ton trauma pendant des années pour ça, ça donne plus trop envie, quoi. On rappelle quand même, hein, selon les chiffres, derniers chiffres du gouvernement, une femme sur 5 est victime de violences sexuelles au cours de sa vie en France. Parmi elles, près de 80% n'en parlent jamais à un professionnel. Toi, tu as quand même essayé de passer par des psychologues. C'était peut-être une solution pour toi. Oui, mais j'ai quand même beaucoup tardé avant de vraiment me prendre en charge. Et encore, je ne l'ai pas fait à 100%. J'ai été voir une psychologue pour de l'EMDR pendant 8 séances gratuites remboursées par l'État. Et ça m'avait quand même fait pas mal de bien. Mais j'ai pas continué parce que j'étais trop dans l'autodestruction. Donc, j'étais pas autant investie dans ma propre guérison non plus. Et pourtant, là aussi, j'ai un autre chiffre pour les gens qui aiment les chiffres. Selon l'ONU, c'est 1 personne sur 3 qui rentre de façon forcée dans la sexualité. On devrait quand même en parler un petit peu plus de tout ça, des traumatismes qui peuvent être liés à une sexualité traumatique. On peut aussi parler d'hyposexualité. C'est des choses qui peuvent arriver aussi, des victimes qui vont rentrer à l'inverse de toi, avoir plus aucune libido. Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ça aussi, une perte de libido totale ? Oui, j'ai eu ça des années plus tard. Ça m'est tombé dessus par surprise un peu. Et ça m'avait fait trop bizarre parce que j'étais pas un peu triste dans le sens où j'aimais bien quand même avoir des rapports intimes quand c'était consenti et apprécier ça sans que ce soit forcément traumatique parce que ça l'est pas systématiquement à chaque fois dans mon existence, même si je l'ai beaucoup vécu. J'espère, ouais. Bah oui, heureusement quand même que j'ai eu quand même des moments sains dans ma vie. Mais du coup, j'étais un peu dégoûtée parce que après, pendant 1 an, d'un coup, voire ça a commencé progressivement, j'en avais de moins en moins envie. Et après, j'en avais plus du tout envie. Du tout, du tout, du tout. Voire ça me dégoûtait et ça m'angoissait. Et vraiment, du coup, là, j'étais dans l'hyposexualité post-traumatique. Donc là, on parle bien de... Tout à l'heure, le terme qu'on emploie, c'est hypersexualité, mais le terme qui est encore trop, malheureusement, employé, c'est nymphomanie. J'ai vu que tu as fait pas mal d'interviews où c'est encore ça, le titre de l'interview, ou même en dessous de ton nom, on voit Christine nymphomaniaque. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu ne te rendais pas compte à l'époque, que c'est un terme qui n'est pas valide ? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est pas un terme OK ? C'est un terme misogyne pour décrédibiliser ou insulter des femmes qui ont envie de rapports intimes et qui ont des envies et des désirs en fait que les hommes n'acceptent pas et on les traite un peu de dévergondés quoi. C'est un peu ça pour une façon vulgaire de nous insulter, de nous remettre à notre place et de nous objectifier. C'est vrai que c'est très problématique parce que ça a été utilisé aussi un peu pour le buzz, je pense, par des médias. Même certains médias qui expliquaient que c'était pas un terme correct, ils l'ont quand même mis dans leur titre, je pense pour attirer des vues. Donc ensuite, je me le suis un peu réapproprié dans une vidéo YouTube aussi, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, ils font du buzz sur ça, autant le faire. Mais c'est vrai que c'est ultra misogyne et j'ai l'impression qu'on commence à peine un peu à bifurquer sur le mot hypersexualité, quoi. C'est trop récent. Parce que pour le petit cours d'histoire, on va le faire. Déjà, le mot nymphomane, c'était que pour les femmes. Donc les hommes, il y avait un autre mot. Ça apparaît au XVIIIe siècle. Il sert à décrire un excès de désir sexuel chez les femmes. On parle de femmes malades de leur possédées, dépravées, voire dangereuses pour la société. Les femmes dites nymphomanes sont du coup internées en asile, soumises à des traitements violents comme des clitoridectomies, donc c'est qu'on coupe le clitoris, des hystérectomies, des bains glacés, des enfermements, etc. Bref, ça allait pas du tout à l'époque, là on est au XVIIIe siècle, on est au XXIe siècle et on continue à employer ce terme-là. C'est un peu malheureux quand même. Oui, parce que la société a toujours la même mentalité en réalité. Hein. Moi, je me fais traiter d'hystérique, de folle, pareil, de dévergondée, etc. Enfin, ils ont vraiment cette image de moi. Et même parmi certains cercles un peu plus éveillés, on a quand même des biais inconscients. On ne peut pas s'empêcher de juger dès qu'on ne rentre pas dans les cases de la femme pure, sage, etc. quoi. Et surtout que 85% des victimes de VSS sont des femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de VSS, des hommes qui peuvent aussi s'hypersexualiser par la suite. Est-ce que tu penses que ça aurait été perçu différemment si tu avais été un homme ? Ah mais totalement. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont ça et qui l'associent pas à ça. Du coup, ils s'en rendent même pas compte vu qu'on vit dans une société qui valorise ça chez eux. Et je pense qu'ils peuvent mettre tellement longtemps à s'en rendre compte par rapport à nous.
Et je pense que ça aurait été bien vu, limite. Je pense que j'aurais été un Don Juan un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a le double standard Oui. de la dévergondée, de la lumeuse et du Don Juan. Oui. Et puis on a aussi cette idée où on a l'impression que l'homme est tout le temps dans le désir constant, c'est normal. Ça peut les amener eux aussi à être en position de danger, alors que la femme ne devrait pas avoir de libido. Je crois que la libido pour les femmes, c'est déjà très très récent. Hein. C'est un concept Oui. qui nos grands-mères déjà ne devaient pas trop connaître. Est-ce que tu as quand même, toi, ressenti, au-delà de tous ces clichés-là, une forme, je sais pas, de reprise de pouvoir, ou est-ce que c'était plus de la honte parce qu'il y avait tous ces clichés qui venaient se rajouter à tes traumatismes? Ben, j'avais beaucoup de honte en vrai, parce que dans mon journal intime, je m'insultais beaucoup. J'ai écrit un journal intime pour un peu documenter toute cette période, et je m'insultais avec tous les mots misogynes qui existaient. J'avais une image vraiment ultra dégradée de moi-même, et j'ai dû m'en détacher. Vraiment, il n'y a même pas à peine 2-3 ans vraiment que j'ai commencé à me détacher de ça, et moi-même ne plus penser ça de moi-même, quoi. Et du coup, j'ai la question, est-ce que tu sais c'est quoi un satyromane? Non, c'est un homme qui est accro. C'est l'équivalent de nymphomane, mais pour les hommes, du coup. Tu Ah vois, oui. on connaît même pas le terme, mais je pense que dans les commentaires, vous nous direz, mais personne ne le connaissait. Mais c'est le terme qui devrait pas être du coup valide non plus, hein, parce qu'on n'est pas malade de sexualité, c'est vraiment le traumatisme. Il faut régler le traumatisme. Pourquoi, toi, à ton avis, c'est l'hypersexualité dont on parle le moins? Parce qu'on parle de l'amnésie un petit peu, on parle de ces choses-là, mais l'hypersexualité, là, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, ou alors pour faire le buzz, quoi. Je pense que c'est vraiment super récent. Les gens, je pense qu'ils étaient vraiment dans l'ignorance pour le coup. J'ai vraiment l'impression qu'on en parle depuis 2-3 ans à peine ou 2 ans. Donc ça met du temps à rentrer dans la mentalité. Et avant, vraiment, je pense que tout le monde vivait en mode automatique, quoi. C'était... Je sais pas pourquoi les gens étaient pas au courant avant. Je pense que c'est Ouais. tabou. La sexualité, c'est ultra tabou. Donc forcément, on est un peu au ralenti, quoi. Et toi, avec tous ces tabous, tous les trucs où tu connais même pas le terme, à quel moment tu te rends compte que tu as une addiction? Bah, quand je vois des mecs que je connais pas, à des moments vraiment où c'est une pulsion pour justement réduire mon anxiété. Et ça, c'est typique de l'addiction en général, enfin de plein de cas d'addiction, où en fait, quand tu ressens de l'anxiété, tu veux le calmer à travers ta substance. Et Comme quand une en fait, cigarette, finalement? oui, c'est ça, quand j'étais capable de me mettre en danger. C'est pareil, quand t'es addict, t'es prêt à tout pour ta substance et t'es capable de te mettre en danger. Tu peux sortir à n'importe quelle heure pour tout pour. Et bah, j'avais les mêmes trucs où je pouvais me mettre en danger, rencontrer des mecs bizarres, tout ça pour assouvir ça et ressentir justement le soulagement du truc physique, quoi, de l'effet physique. Tu nous as aussi confié que tu allais sur coco.fr pour faire des rencontres. C'est un site aujourd'hui qui a été fermé, suite notamment à l'affaire Pellico. Mm. Il y avait pas mal de prédateurs, c'était Ah oui. de réseaux assez sombres là-bas. Tu as vécu des mésaventures sur ce site, aujourd'hui fermé? Oui, en plus j'étais jeune, quoi. J'avais quoi, 17, entre 17 et 19 ans. Donc là, vraiment, t'es la victime des prédateurs. Et oui, j'avais rencontré un mec. En plus, c'est vraiment une histoire trop sombre. On était sur les quais de Saint-Michel à minuit, dans un coin là où il y a des sans-abri qui dorment. Et le mec, il a enlevé le préservatif pendant... Enfin bref, c'était affreux. Moi, je pense qu'ils étaient tellement à 10 000 lieues. En plus, j'avais rencontré un autre mec, pareil, il était attiré par des enfants, en vrai. Il avait dit qu'il était émoustillé par quelqu'un de 12 ans, alors que j'étais en train de le faire avec lui dans une forêt. Des gens bizarres. Est-ce que, au-delà de la société, de la honte, des clichés qu'on pouvait te mettre sur toi, est-ce que tu t'es sentie soutenue au moins par ton entourage? Est-ce que tu as pu en parler peut-être à ta famille, je sais pas, à ce moment-là? Non, pas du tout, c'est impossible pour moi parce que ma mère, elle est chinoise, donc c'est très quand même pudique sur ces domaines-là. Et franchement, j'avais pas du tout envie de leur en parler. J'en parlais à mes copines, mais je leur en parlais toujours de façon très positive, en mode ah, j'ai rencontré un mec, j'ai fait n'importe quoi, c'était trop marrant. C'est beaucoup de victimes ou même de personnes dans ce genre d'autodestruction ont tendance à minimiser et ils ont pas envie que l'entourage s'inquiète. Ils ont un peu envie de glorifier ça en mode je me suis trop amusée, haha, je suis trop folle. Un peu comme ça, donc même moi j'étais un peu dans ça, quoi. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas un peu dans une impasse, même vis-à-vis de tes amis, où on essaye de plus culpabiliser la sexualité féminine, à dire qu'on a le droit si on a envie et que c'est consenti? Est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois, tes amis n'ont pas réussi à s'inquiéter pour toi parce qu'elles ne voulaient pas être dans le jugement de peut-être une sexualité trop libérée, et donc il faut qu'on essaye de trouver une nuance, de ne pas abandonner les personnes qui vont mal, tout en ne culpabilisant pas les personnes qui vont bien et qui veulent juste le faire. C'est quoi le bon juste milieu à avoir?
C'est très compliqué. Je pense que tes amis, ils peuvent rien faire sur le moment. Si toi, tu es dans un déni total et tu fais tout pour faire croire que c'est quelque chose de cool, eux-mêmes, comme tu dis, ils ont pas envie de porter un jugement moral sur toi. Et surtout que, ben, à l'époque, en plus, on était jeunes, donc eux-mêmes, ils sont pas forcément très éduqués. Je pense qu'il faut juste rester proche de la personne, être là pour elle si elle va mal. Mais sur le moment, on peut pas sauver les gens non plus. Donc, Il y avait que toi qui pouvais t'aider à ce moment-là, tu penses? je pense vraiment, vraiment. Parce que si on est dans le déni, c'est compliqué, hein. Les gens peuvent t'aider, mais si eux-mêmes, ils sont un peu matrixés par la société et eux-mêmes, ils se rendent pas compte de la dangerosité du truc, bah c'est effectivement compliqué. Faut juste pas abandonner ces personnes-là et être à l'écoute, rester proche d'eux, quoi. Oui, au-delà de l'entourage des individus, je pense qu'il y a peut-être des manquements un peu plus hauts, Mm. que ce soit médical ou au niveau de la société. En France, l'hypersexualité post-traumatique n'est pas encore reconnue officiellement, alors qu'aux États-Unis, c'est reconnu officiellement Mm. comme un trouble. Est-ce que tu penses qu'on a du retard là-dessus et qu'on devrait avancer un peu plus pour accompagner les personnes comme toi? Ben, totalement, je pense qu'on est totalement en retard et c'est bien qu'on fasse des interviews pour en parler, mais je pense qu'on devrait faire beaucoup plus, quoi. Pour le moment, on en est qu'encore là et c'est déjà mieux que rien quand même. Surtout d'ouvrir la parole, mais il faut vraiment prendre des décisions un peu plus légales ou, comment on dirait ça, Oui, ouais, ouais, officielles, oui, quoi. de façon plus officielle, ouais, c'est vrai. Tu t'identifies, toi, aujourd'hui, comme féministe aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà ressenti une contradiction qu'on voulait t'imposer, peut-être, entre tes valeurs féministes et cette hypersexualité? Est-ce que des fois, c'est compliqué pour toi? Ben, souvent, on me dit que c'est contradictoire, surtout que je fais un métier qui concerne ça et qui est aussi dans l'hypersexualisation de moi-même, même si je l'ai voulu dans mon propre métier, ce qui est le fait de faire des trucs en ligne, etc. Si moi, sur le moment, ça me fait du bien et j'ai l'impression de reprendre le pouvoir et de me libérer dans quelque chose qui ne me détruit pas, parce que mon métier actuel ne me détruit pas, au contraire, il me fait du bien à moi, je me reconstruis mon image, ben, je trouve pas du tout ça contradictoire et je trouve que les personnes qui pensent que c'est contradictoire ont des biais qui sont misogynes, le fait de me dénuder ou de vouloir plaire à des hommes au niveau intime, que je peux pas être féministe ou que c'est contradictoire en fait. Enfin, au bout d'un moment, je trouve ça hyper. Oui, ce qu'on va quand même expliquer pour les personnes qui nous regardent ton métier, tu as ouvert des comptes sur des plateformes privées, donc OF, etc. Comment on peut faire la distinction, même pour là on parlait de tes amis et c'est de faire la distinction, la nuance. Aujourd'hui, tu nous dis que ce métier-là, tu le fais par choix et non pas suite à ton hypersexualité. Mais comment, même toi, tu arrives à faire la distinction entre ton hypersexualisation post-traumatique et le métier de TDS que tu as choisi? Moi, sincèrement, je l'ai fait au début par hypersexualisation post-traumatique parce que au début, je sais pas si des gens me suivaient ou même des hommes me suivaient à l'époque, il y a 2 3 ans. Vraiment, j'étais dans des états pas possibles, je faisais des TikTok, enfin, j'étais trop bizarre, je faisais que des bad buzz bizarres parce que j'étais pas bien, j'étais traumatisée, etc. Et maintenant, non, je suis plus dans ça. Donc, on peut même évoluer en faisant des choses qui concernent le corps, la sensualité. On peut aussi évoluer dans des directions qui sont différentes. Et actuellement, je suis plus dans ça. Enfin, en tout cas, je m'amuse. Et oui, avant, au début, je le faisais pour ça, ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'accompagnement des personnes TDS parce qu'on les marginalise, parce qu'il y a un tabou autour de ça, d'essayer peut-être de regarder pourquoi ces personnes-là le font? Et on parle vraiment des plateformes privées, hein, je ne parle pas des personnes qui sont dans des... On pourra peut-être parler après des réseaux de proxénétisme et qui sont forcées à le faire, mais des personnes qui le font volontairement. Est-ce que tu penses qu'il y a pas mal de personnes où c'est involontaire, mais lié à des traumatismes plus tôt? Ah oui, je pense qu'il y en a beaucoup. Et moi, c'est virtuel, mais beaucoup, voire la plupart de celles qui le font en vrai, elles se sont toutes déjà faites V avant. Apparemment, il y a des statistiques qui le montrent. Donc oui, faut vraiment les accompagner, c'est hyper important, mais surtout ne pas les juger et pas être en mode mais c'est pas logique, t'as été traumatisé, pourquoi tu fais ça? Enfin, je veux dire, ça Oui, sert c'est à pas la quoi en solution fait? de l'amener comme ça, c'est pas... Oui, Ouais, ouais, ça mène à si rien. moi, en fait, j'avais envie de vivre de ça, parce que de toute façon, je voulais plus retourner travailler, parce que j'ai aussi vécu des V par un collègue, bah en fait, laissez-moi, en fait, soutenez-moi et me jugez pas, même si moralement, vous trouvez pas ça logique, bah tout n'est pas forcément toujours logique de tous les points de vue, quoi. Puis cette marginalisation, ça te fait aussi rentrer dans un engrenage où tu m'as parlé de manager OF. Est-ce qu'on peut parler de proxénétisme? Parce que malheureusement, on pensait que les plateformes privées, certaines TDS pouvaient s'offrir une certaine émancipation et sortir... voilà, aujourd'hui, ce qui est illégal, c'est de faire des réseaux de proxénétisme, d'être client, mais d'être TDS n'est pas illégal. Est-ce que finalement, c'est quelque chose qu'on a rêvé, une utopie qui n'est pas réelle, de Bah, pouvoir être autonome sur les plateformes? le problème, c'est que oui, il y a des femmes qui sont sorties de l'industrie euh,
pour adultes grâce à ces plateformes-là. Et ça, c'est une réalité, elles ont pu être indépendantes. Mais le problème, c'est les hommes qui arrivent, remettent le grappin sur nous parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a du pouvoir, parce qu'il y a le corps des femmes et ils veulent se faire de l'argent sur le corps des femmes. Et c'est chiant parce qu'ils arrivent et ils enlèvent toute l'indépendance que certaines femmes auraient pu avoir. Et du coup, ils encouragent d'autres femmes à se mettre dans cette industrie pour eux se faire de l'argent sur leur image à elles, alors que c'est leur vie à elles qui sont exposées, quoi, et leur identité à elles qui sont exposées. Donc eux, ils se retrouvent dans un confort à pouvoir toucher de l'argent. Et Oui, ils ont un bon pourcentage. Ils touchaient combien de pourcentage tes managers? moi, ils touchaient 50%. Ah oui. Oui, c'est ça. Sur tout ce que tu faisais, 50%, ça revenait dans leur poche. Oui, c'est ça. En échange de quoi? En échange, c'est-à-dire qu'eux, ils géraient tout le chatting sur les plateformes privées, ils géraient mon Insta, Ils se faisaient passer pour toi, du coup, sur le chat? Oui, ils se faisaient passer pour moi sur le chat, mais en fait, au début, je connaissais pas du tout. Et ils me disaient, mais c'est normal, elles font tout ça. Et comme je connaissais pas du tout ce milieu, je me disais, ah bah si, il s'y connaît, c'est que peut-être c'est vrai, c'est normal, etc. Il dit, tout le monde fait ça, de toute façon, tu vas pas pouvoir parler avec eux, ça va te saouler, c'est insupportable, etc. J'étais en mode, ok, je le croyais en fait au début. Est-ce que tu as l'impression que c'est des personnes qui ont capitalisé sur tes traumatismes? Ah, mais totalement, totalement, totalement. Mais surtout que ce genre d'hommes, ils pensent vraiment qu'à l'argent. C'est des gens très, très avares. Donc, s'ils peuvent capitaliser sur des femmes traumatisées, vraiment, ils sont très contents, quoi. Et on essayait de parler, de libérer un peu cette parole-là, du jugement qui est porté sur toi, donc les TDS. Et le jugement n'est pas trop porté sur ces hommes-là qui sont managers. Tu l'as vécu, toi, cette différence de traitement? Oui, totalement, totalement. Et à un moment, j'ai essayé de le dénoncer, mais surtout que ces hommes-là, ils sont traités de goats dans les commentaires. Enfin, on voit beaucoup d'hommes qui font ça, qui sont en mode avec leur argent, leur voiture, etc. à Dubaï ou je sais pas quoi. Et tous les commentaires, c'est en mode oh, mais comment tu fais? Ils vendent des formations en plus à des mecs. Enfin, je pense que t'es au courant. Pour Tu peux expliquer pour les gens qui nous regardent, qui sont pas au courant. En gros, c'est des mecs qui deviennent influenceurs pour manager des femmes sur des plateformes privées et ils vendent des formations pour d'autres hommes en mode regardez, vous pouvez devenir super riche, gagner 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois et vivre à Dubaï et vous êtes entouré de femmes sexy, etc. Et du coup, il y a plein d'hommes qui font ça, surtout des hommes très jeunes en fait, qui rêvent de devenir millionnaires avec tous les jeunes riches entrepreneurs masculinistes sur internet là. Et... Donc en fait, il n'y a aucun tabou pour se faire de l'argent sur le corps de ces femmes-là. Mais par contre, si ces femmes-là se font de l'argent sur leur propre corps, là, ça devient... Ah oui, non, mais c'est des femmes qui se respectent pas, quoi. Eux-mêmes, ils respectent pas ces femmes-là. Et ça qui me dérange, c'est qu'ils ont aucun respect pour ces femmes-là en général, ou alors ils font semblant, mais au fond, non, pas du tout. Mais du coup, ils sont en mode haha. Enfin, ils ont un peu un plaisir. Ça s'est passé comment avec toi? Moi, au début, ils faisaient semblant d'être super gentils, super là pour moi, super mielleux, love bombing, c'est-à-dire que des compliments pour flatter mon ego au début. Et ensuite, il était super méchant, très rabaissant. Et il voulait vraiment me garder sous sa croupe pour continuer à capitaliser sur moi à l'infini, en fait. Il voulait pas que je parte, quoi. Tu disais aussi tout à l'heure que tu es d'origine chinoise, donc tu es une femme eurasienne qui, des fois, peuvent encore plus subir de fétichisation de la part peut-être des clients. Tu l'as ressenti, toi, ça aussi, où tu étais un peu l'exotisme, la denrée rare à avoir? Ah oui, totalement, totalement. Je l'ai beaucoup ressenti et j'ai pas essayé de trop jouer dessus, effectivement, parce que je sais que parfois on peut jouer là-dessus. Et d'ailleurs, j'en veux pas à ces femmes-là. Tant mieux si elles arrivent à avoir un bénéfice de ça. Mais oui, totalement. J'ai entendu même un mec dire oui, tu devrais rentrer dans mon agence parce que comme t'es asiatique et tout, ça marcherait super bien, etc. Ouais, donc tu deviens un produit, quoi. Oui, voilà, des fétichistes. T'as fait pas mal d'interviews, on le disait tout à l'heure, qui sont pas forcément peut-être très bien passées par la suite et surtout qui ont été reprises. Tu parlais de masculinistes, donc c'est des créateurs de contenu aujourd'hui qui appartiennent à une manosphère, qui ont fait des reacts sur tes interviews. On peut parler du tristement célèbre Alexis Jones qui, il y a pas longtemps, est parti d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a fait des vidéos sur toi, qui a repris tes interviews, qui en a fait des reacts. T'as suivi du cyberharcèlement après. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ce passage-là de ta vie? Oui, totalement. J'étais passée chez... c'était Gossip Room, je crois. Ce fut un temps où je parlais de mes traumatismes et de mon expérience intime passée. Et Alexis Jones, il a quand même fait 2-3 vidéos YouTube pour reprendre ses interviews et dire que je méritais de me faire V, en fait. Parce qu'il y avait un moment, j'expliquais que j'avais des rapports avec plusieurs hommes, et sur le moment, quand je le racontais, j'étais dissociée. Je me rendais même pas compte que c'était un abus. C'est-à-dire que j'en parlais avec le cœur léger, en mode
oui, c'est vrai que c'était un peu bizarre, j'avais des rapports avec des hommes plus vieux, j'avais 18 ans, je me rendais pas compte de ce que je vivais, mais bon, j'ai expliqué ça comme ça, avec un sourire un peu gêné, et il a repris ma vidéo en disant, regardez, elle sourit, elle aimait ça, elle cherche ça, elle mérite ça, voilà, et plein de gens en commentaire, plein d'hommes disaient, c'est vrai, elle aime ça, elle aime se faire V, et pour moi c'était malsain, parce que Alex Hitchens, à force de faire des vidéos comme ça sur moi, avec des réels et des vidéos YouTube, sur mes expériences de V, je trouvais qu'il y avait quand même un truc malsain, dans le sens où, Oui. pour moi, ça en dit un peu long sur lui. Et en fait, le fait qu'il ait une obsession un peu sur cette histoire que j'ai, sur mes traumatismes de V, moi, je trouve que c'est un peu un indicateur bizarre, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre, Alex Hitchens? J'aime vraiment... Qu'est-ce que j'aimerais répondre à Alex Hitchens? Que c'est son downfall de toute façon. Non. Non, mais c'est intéressant quand même de comprendre comment ces interviews-là, après, je sais pas si de base elles ont été menées d'une façon compliquée, et là, on essaye de la mener de façon à faire comprendre que voilà, c'est vraiment post-traumatique, c'est vraiment des réactions psychologiques, et que c'est juste une continuité d'être victime d'un acte non consenti qu'on n'a pas choisi. Si des personnes préfèrent mettre le mot maladie, même si ce n'en est pas une, des fois, ça leur permet de comprendre un peu mieux. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un rôle dans les interviews qu'on fait de pas laisser juste un discours on a l'impression que c'est très sensationnel, c'est une femme qui couche avec beaucoup d'hommes, et du coup de laisser ça à la manosphère qui se dit, bah regardez, de toute façon, les femmes d'aujourd'hui, c'est ce qu'elles font, c'est ce que le féminisme apporte, regardez l'émancipation des femmes où elle en est. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on manipule la liberté sexuelle des femmes pour les décrédibiliser? Est-ce que nous, même moi, est-ce que j'ai un rôle à jouer pour qu'on soit un peu plus crédible et pas se laisser récupérer par ces mecs-là? Ah mais totalement, mais il capitalise sur des femmes traumatisées. Là, c'est ça que je voulais dire, c'est que Alex Hitchens, il a fait du buzz sur mes traumas. C'est-à-dire que le mec a touché de l'argent, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ou même dans son buzz, dans sa visibilité, sur mes traumas de VSS. Sans jamais parler que c'était un problème psychologique, que... Ah non, oui, en me tapant dessus, en m'humiliant sur la place publique et en me ramenant des cyberharceleurs. Donc c'est encore plus grave, je trouve, parce qu'en fait, ils veulent avoir du buzz et de la visibilité et ils capitalisent sur des traumas de femmes en les humiliant et en plus amenant de la haine contre les femmes et contre la liberté intime des femmes, quoi. Parce que pour les personnes qui ne connaissent pas trop ces sphères-là, c'est aussi une personne qui fait des débats face à des fausses féministes ou face à que des TDS. On a l'impression que beaucoup de personnes font l'amalgame comme si une féministe était forcément TDS ou une TDS était forcément féministe. Est-ce que c'est un peu triste la façon dont la liberté sexuelle des femmes est réappropriée aujourd'hui dans le discours? Ou est-ce que tu penses qu'il y a une nuance à apporter? Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à la liberté sexuelle aujourd'hui? Ben oui, c'est super triste que ça soit justement capitalisé par les masculins. Et c'est aussi triste que ce soit amené à dire regardez pour elles, les féministes, c'est forcément montrer leur corps ou alors capitaliser sur leur propre corps, alors qu'ils font eux-mêmes des généralités sur les féministes, alors que chaque humain est différent, chaque parcours est différent. Et c'est pas parce qu'on montre notre corps qu'on est féministe non plus. Enfin, ils mélangent un peu tout en fait. Ils mélangent le cause à effet et la corrélation. Oui, on peut être féministe et montrer notre corps, et on peut être féministe et pas montrer notre corps. On peut être féministe et sur des plateformes, et féministe et pas sur les plateformes. Je trouve qu'on a aussi une façon personnelle de vivre les choses différentes. Moi, en ce moment même dans ma vie, je trouve que ça me donne du pouvoir de montrer mon corps, mais ça se trouve, à un moment, j'en aurais marre, ça va me saouler et je trouverais pas que ça me donne du pouvoir. Enfin, je trouve que c'est aussi des parcours qui sont personnels, quoi. Et ils les instrumentalisent pour décrédibiliser les féministes alors que ça n'a aucun sens, quoi. Mais comment t'aimerais qu'on puisse t'accompagner ou en tout cas t'aider? On parlait déjà du rôle de la société, du rôle du gouvernement de reconnaître ces choses-là et des médecins aussi. Mais comment nous, on peut essayer de t'accompagner pour qu'on te stigmatise pas, qu'on te marginalise pas, sans pour autant t'encourager dans ces choses-là? Vous, Dans l'autodestruction. Les gens en général. Même les gens en commentaire, les gens qui peut-être s'apprêtent à commenter quelque chose. Pour toi, c'est quoi la chose qu'ils doivent comprendre pour comprendre cette nuance entre le cliché qu'on a de la nymphomane, de la dépravée, et l'idée du consentement qui n'a pas été respecté un jour dans ta vie et qui t'a amené à l'autodestruction? Bah, je pense que c'est vraiment l'empathie, en fait. Juste que les gens ne jugent pas et qui respectent les personnes qu'on est, qui respectent notre vécu, qui respectent notre parole, qui respectent nos émotions. On leur demande pas de dire « Oh, je suis d'accord avec tout, j'aimerais faire pareil ou de faire la promotion de ça. On leur demande juste du respect, de la compréhension et de dire « Ah, ok, d'accord, bah, je respecte ta pensée. » Et je pense que si les gens respectaient plus nos parcours et notre pensée, ben,
déjà, on sera beaucoup moins marginalisé et voilà quoi. Aujourd'hui, tu t'es expatriée au Vietnam pour essayer un peu de te reconstruire. Tu es partie à l'étranger. Est-ce que ça va mieux, hein, pour toi? Ça m'a beaucoup aidée parce que Paris, j'étais associée à beaucoup de consommation de substances et c'est très facile aussi ici de consommer. Il y a une culture vraiment de la fête, de l'alcool, etc. Alors qu'en Asie, bah, en tout cas, moi, le fait de changer d'environnement, ça ne me rattache pas à toutes ces addictions très toxiques auxquelles j'étais confrontée à Paris. Et du coup, je peux vraiment me concentrer sur moi-même et le fait de découvrir une autre culture, ça me stimule autrement. Du coup, j'ai pas besoin de retourner dans mes comportements autodestructeurs parce que bah, je découvre de nouvelles choses et ça me remplit quelque part. Et comment tu vis ton intimité aujourd'hui? Ça va mieux? Eh bien, aujourd'hui, bah, je viens de rompre avec mon copain avec lequel j'ai été 2 ans. Donc, je sors un peu de mon hyposexualité, en vrai, mais je me précipite pas, sincèrement. J'ai envie de prendre mon temps et j'ai l'impression de redevenir bah, une personne comment dire, qui a conscience de mon corps, qui a conscience du rapport humain et du fait qu'il faut pas se précipiter. Alors qu'avant, j'avais l'impression que si je donnais pas mon corps, bah, le mec, il allait plus s'intéresser à moi ou quoi. Et moi aussi, j'avais envie de me précipiter pour tout consommer, pour tout vivre, etc. Là, je suis plus en mode plus lente. C'était quoi le déclic pour comprendre ça? Je pense c'est le fait de sortir de l'hyposexualité, le fait en fait de plus avoir autant de rapports et le fait de me concentrer sur autre chose et de vivre mon corps autrement que par l'intimité avec les hommes. Donc là, ben, j'ai l'impression de recommencer tout à nouveau. Est-ce que tu avais l'impression peut-être d'être essentialisée à ce traumatisme-là, de vivre que par ce trauma? Et là, aujourd'hui, Oui, tu peux dire que maintenant, tu es une femme à part entière et tu ne vis pas que par ça. oui, identitairement, pas je me réduisais, mais pour moi, c'était mon identité en fait, d'être dans la consommation des rapports intimes avec les hommes. Et inconsciemment, je me réduisais à ça aussi, je me réduisais à l'utilisation de mon corps, et j'avais l'impression que mon corps était gâché si je l'utilisais pas dans des rapports intimes avec des hommes. Et maintenant, je suis totalement sortie de ça pour le coup. Et ce qu'on rappelle comme la phrase, moi, qui me marque, hein, que je redis, c'est l'idée de tout le temps vouloir être consentante pour ne plus jamais qu'on bafoue ton consentement. Et c'est quand même quelque chose de très fort que j'aimerais que les gens comprennent, à quel point le cerveau va loin pour essayer de se protéger, mais à quel point des fois on est aussi des êtres très paradoxaux, hein. On n'est pas dans la rationalité, les humains. Quand tu as essayé de porter plainte, pour essayer peut-être de donner des pistes pour qu'un jour ça aille mieux et qu'on reconnaisse tout ça, est-ce que tu penses pas que c'était peut-être dans le parcours ou quand on arrive au commissariat, au moins qu'on te emmène vers des professionnels de santé, des psychologues? Est-ce que ça aurait été plus simple pour toi si à ce moment-là où tu as demandé de l'aide, on t'avait tendu la main pour ta guérison et aller mieux? Oui, parce que notamment la première fois que j'ai porté plainte, ils m'ont amené un psychologue de 70 ans qui me disait que les hommes avaient des besoins alors que je portais plainte pour VIOL et il me disait qu'il y a différents types de VIOL et il y en a qui sont moins graves. Sous-entendu, le mien était moins grave. Sous-entendu, il faut aussi, nous aussi, de faire attention parce que les hommes ont des besoins, donc c'est normal. Donc c'était ce psychologue qu'on m'a emmené, donc ça m'a pas du tout aidé. Donc oui, ce serait important d'amener des psychologues qui sont déconstruits un minimum et qui sont pas genre misogynes quoi. Surtout qu'aujourd'hui, la loi étant quand même en train un peu d'évoluer, de comprendre que tant qu'il n'y a pas de oui éclairé, il n'y a pas de consentement, c'est des choses qui sont très nouvelles. C'est des mots qui sont peut-être très nouveaux aussi, aussi pour les gens. Qu'est-ce que peut-être, pour finir, tu voudrais dire à la Christine de 17 ans, aujourd'hui avec le recul que tu as, la maturité que tu as eue, peut-être pour des jeunes filles, des jeunes hommes aussi, peut-être victimes, qui nous regardent, un conseil que tu aimerais dire à la toi de l'époque? C'est horrible. J'ai l'impression que rien ne m'aurait aidé. J'étais rien, ça aurait servi à rien. Je, je- je pense que je lui aurais dit prends soin de toi et fais attention aux hommes. Mais bon, ça aurait servi à rien, je pense. Peu importe ce qu'on m'aurait dit, j'étais tellement dans des addictions que parfois quand on est addict, un conseil ça sert pas à grand chose à quelqu'un d'addict, je pense. Malheureusement. Parce que c'est peut-être pour les personnes qui comprennent un peu plus ton profil aussi, ça t'a développé d'autres troubles psychologiques. À des moments, peut-être que tu parlais de troubles borderline de la personnalité. Tu penses que c'est lié à ces traumatismes aussi? Je pense que ça peut être lié carrément parce que du coup, ça m'a déclenché une dépression, forcément un syndrome post-traumatique ultra sévère. Et il y a beaucoup de points communs entre le borderline et les syndromes post-traumatiques, voire parfois c'est des comorbidités qui vont ensemble.
Et justement, j'avais tous les symptômes, sentiment de vide, peur de l'abandon, etc. Et maintenant que je sors du syndrome post-traumatique, il y a plein de trucs de borderline que j'ai plus en fait. Mais à l'époque, je pense vraiment on aurait pu me diagnostiquer borderline parce que j'avais tous les symptômes. Sauf que maintenant que t'as plus le syndrome post-traumatique, c'est plus pareil quoi. Merci beaucoup Christine, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Je vais quand même finir sur un petit message pour toutes les personnes peut-être qui se sont senties concernées par ça, qui ont vécu des choses compliquées. On parlait tout à l'heure d'une personne sur 3 qui rentre dans la société de façon forcée, d'une femme sur 5 qui a été victime de VSS au cours de sa vie. N'hésitez pas à en parler, vous avez des numéros qui sont disponibles comme le 3919. Parlez-en, allez voir des professionnels de santé. Beaucoup de personnes sont là, faire des psychothérapies. Il faut en parler, il faut que la honte change de camp. Il faut aussi avoir un peu d'empathie, je trouve que c'est ça le mot qu'il faut qu'on retienne de cette interview. Comprendre les gens, ne pas les juger directement et comprendre pourquoi on en arrive là et notre histoire qui nous amène peut-être à un présent un peu plus difficile à s'avouer parce que la société ne veut pas se l'avouer. Merci à vous, merci à tous, prenez soin de vous, prenez soin des autres, respectez le consentement d'autrui aussi et nous on se dit à très vite.